Bonjour. Peut-être avez-vous déjà obtenu une autorisation de vendre vos dispositifs médicaux aux États-Unis, par exemple à travers la procédure 510K, mais vous n'avez encore jamais été inspecté par la FDA. Vous pensez sans doute qu'il s'agit de quelque chose de similaire aux audits que vous connaissez déjà. Eh bien pas du tout. C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer dans cette nouvelle vidéo de DM Expert d'une durée d'environ 15 minutes. Inspection FDA, guide de survie. Dans cette présentation, nous allons commencer par examiner les règles de base à connaître impérativement pour toute inspection FDA. Ensuite, comment doit se passer l'arrivée de l'inspecteur, le déroulement de l'inspection elle-même, et nous terminerons par une conclusion. La première règle à connaître, c'est qu'un inspecteur FDA est un inspecteur de la police fédérale américaine. Il est chargé de vérifier le respect de la loi américaine et de protéger les citoyens américains contre toute infraction à cette loi. Deuxièmement, souvenez-vous qu'il ne faut jamais mentir à un inspecteur de la FDA. Aux États-Unis, un mensonge est pire qu'un crime. Troisièmement, par précaution, n'offrez ni repas, ni viennoiserie, ni café. Les inspecteurs FDA sont payés par leur administration d'origine, ils sont défrayés de leurs dépenses, et si vous commencez à leur proposer de leur offrir un repas, une viennoiserie, etc., il peut y avoir suspicion de corruption de fonctionnaires, donc ça peut être très mal pris par l'inspecteur. Ensuite, ne laissez jamais l'inspecteur seul au cours de l'inspection. Donc désignez un interlocuteur principal, parlant anglais bien entendu, et un ou une secrétaire qui va noter les questions, les réponses, les points importants. Souvenez-vous également que tout document fourni à l'inspecteur peut se retrouver dans le domaine public. C'est le fameux Freedom of Information Act. Donc, tamponnez confidentiels les documents pertinents. Alors en revanche, ne tamponnez pas tous les documents confidentiels, sinon l'inspecteur considérera que vous abusez et qu'en fait aucun document n'est vraiment confidentiel. Ensuite, définissez les rôles de chacun à l'avance et bien sûr avec des suppléants au cas où une personne serait absente le jour de l'inspection. Et enfin, préparez les documents clés, c'est-à-dire les documents dont on sait par avance qu'ils vont être demandés par l'inspecteur, à savoir l'organigramme, le plan du site, la liste des produits, ceux qui sont commercialisés aux États-Unis bien entendu, la liste des procédures, la liste des modifications apportées aux produits ou aux procédures, la liste des investigations et produits non conformes, la liste des réclamations clients et la liste des clearance letters de la FDA. Alors, que doit-il se passer à l'arrivée de l'inspecteur? Tout d'abord, l'accueil doit avertir immédiatement la direction. Ensuite, la direction vérifie ses credentials qu'il est censé présenter en arrivant, c'est-à-dire la preuve qu'il s'agit bien d'un inspecteur FDA. Troisièmement, vous préparez la salle de réunion avant de l'y emmener. Il se peut très bien qu'il reste dans cette salle affiché des documents, des comptes rendus de réunion, des produits que l'inspecteur n'a pas à connaître. Souvenez-vous qu'un inspecteur peut utiliser dans son compte-rendu toutes les informations auxquelles il a accès, y compris des comptes-rendus de réunion qui sont affichés sur un paperboard dans la salle, etc. Donc vous faites le nettoyage et ensuite donc vous conduisez l'inspecteur dans la salle de réunion. Vous informez l'inspecteur de la politique concernant les photos, car si vous ne le faites pas, l'inspecteur sera autorisé à prendre en photo tout ce qui l'intéresse. Et donc cette politique doit figurer dans un document de la société qui devra avoir été préparé préalablement, bien entendu. Ensuite, vous vous mettez d'accord sur les horaires de travail, puisque l'inspecteur ne saura pas forcément quelles sont les heures d'ouverture et de clôture. Et enfin, vous demandez à avoir une synthèse à la fin de chaque jour, pour ne pas vous retrouver à découvrir au bout de 5 jours les conclusions de l'inspecteur où il vous liste l'ensemble des points de non-conformité qu'il a relevés alors que vous n'étiez pas au courant depuis le début. Et le plus important,
vous mettez en service la tour de contrôle, ce que les Américains appellent la War Room, à proximité de la salle de réunion. Cette tour de contrôle a pour objectif de fluidifier en fait le déroulement de l'inspection. Alors ces missions sont simples: prévenir les prochaines personnes qui vont être interviewées, maîtriser les flux de personnel et de documents entrant et sortant de la salle de réunion, préparer les documents à présenter à l'inspecteur, vérifier ces documents, les photocopier, mettre les tampons confidentiels lorsque cela est justifié. Et là, encore, il doit y avoir une politique établie par la société par avance. Enregistrer la liste des documents qui ont été fournis à l'inspecteur, etc. Pour fonctionner, cette tour de contrôle a besoin que vous désigniez clairement un responsable, ainsi qu'une ou plusieurs assistantes qui vont l'aider dans ses missions. L'équipement de la tour de contrôle: un ordinateur, un photocopieur, une imprimante et des lignes téléphoniques pour joindre les différentes personnes à l'intérieur de la société. Alors, déroulement de l'inspection. La première chose, vous devez sensibiliser toutes les personnes aux exigences des Quality System Requirements applicables à leur activité. Elles n'ont pas besoin de connaître l'intégralité des QSR, mais celles qui les concernent. Deuxièmement, définissez les personnes habilitées à répondre. C'est une précaution fortement recommandée pour faire en sorte que vous maîtrisiez parfaitement les réponses qui sont fournies à l'inspecteur. Donc, ça veut dire que toutes les autres personnes doivent se taire, même si l'inspecteur interroge une personne qui n'est pas habilitée à répondre, elle doit attendre que quelqu'un d'autre réponde à sa place. Troisièmement, ces fameuses personnes habilitées à répondre, vous devez les former, à savoir pas de déclaration spontanée, fournir des réponses claires, concises, exactes par rapport à la question posée. Si vous ne comprenez pas la question, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Tout le monde n'est pas supposé être parfaitement bilingue anglais. Et plutôt que de fournir une réponse erronée, vous avez parfaitement le droit de dire « je ne sais pas ». Et à ce moment-là, vous allez chercher une autre personne compétente qui va pouvoir vous aider à apporter la bonne réponse. Ou vous pouvez dire « je dois en référer à mon supérieur hiérarchique » et vous allez chercher votre supérieur hiérarchique pour ne pas risquer de donner, encore une fois, une réponse erronée. Et soyez coopératifs, ouverts et détendus, puisqu'a priori, vous avez tout fait pour être conforme aux exigences légales, donc vous n'avez rien à cacher. Et vous répondez aussi rapidement que possible, parce que si vous traînez chaque fois que l'inspecteur vous demande une réponse ou un document, cela ne va pas le mettre très à l'aise, et en particulier, il va penser que les documents, vous les préparez au fur et à mesure de ses demandes. Quatrièmement, souvenez-vous que l'inspecteur comprend parfois très bien le français, même si vous ne le saurez pas jusqu'à son départ, puisqu'il n'aura pas dit un seul mot en français. Peut-être qu'il vous demande de traduire les documents que vous lui présentez, tout simplement pour vérifier que ce que vous traduisez correspond bien à ce qui est écrit. Également, il est capable de comprendre les commentaires que vous faites dans son dos, en pensant que vous pensez qu'il ne comprend pas ce que vous dites. Et sachez également que les inspecteurs sont formés à décoder le langage non verbal, c'est-à-dire les clins d'œil que vous faites entre vous ou les attitudes un petit peu gênées. Il est parfaitement capable de détecter cela pour se dire « tiens, j'ai mis le doigt sur un point sensible, je vais creuser la question ». Cinquièmement, les affidavits. Alors qu'est-ce que c'est qu'un affidavit? En fait, c'est une attestation officielle qui est signée en général du représentant de la direction et par laquelle vous reconnaissez un point qui est soulevé par l'inspecteur. Alors la règle, c'est que vous ne signez jamais, vous lui demandez une requête écrite et vous soumettez cette requête à votre conseiller juridique afin de ne pas risquer de vous mettre dans une situation délicate d'un point de vue juridique. Par ailleurs, vous devez savoir que l'inspecteur ne peut pas demander certains documents. Par exemple, les rapports de revue de direction, les rapports d'audit qualité ou les rapports d'audit fournisseur. En revanche, il est parfaitement en droit de demander, et il le fera systématiquement, les preuves que ces réunions ont bien eu lieu et à quelle date, la confirmation qu'elles ont fait l'objet de rapports et la confirmation que les actions correctives nécessaires ont bien été effectuées.
Donc si les seuls documents que vous pouvez fournir pour répondre à ces questions, ce sont les fameux rapports, à ce moment-là, il ne les a pas demandés, mais si vous les fournissez, il est bien entendu en droit de les feuilleter intégralement et d'avoir accès à tout un tas d'informations qu'il n'aurait jamais dû connaître. Il ne se privera pas de vous poser tout un tas de questions délicates. Donc, il est impératif de préparer des documents séparés de ces rapports qui attesteront donc que les réunions ont bien eu lieu, qu'elles ont fait l'objet de rapports, que les actions correctives ont bien été effectuées, sans que vous ayez l'obligation de fournir pour cela les rapports en question. En conclusion, le mieux est de rédiger une procédure dans laquelle on va indiquer la liste des personnes autorisées à recevoir l'inspecteur avec leurs suppléants, la liste des personnes qui doivent être averties dès l'arrivée de l'inspecteur, encore une fois avec les suppléants, la conduite à tenir en cas d'absence des personnes autorisées, la checklist pour l'accueil à l'arrivée de l'inspecteur, le lieu d'attente pour l'inspecteur en attendant de le faire entrer dans la salle de réunion, les politiques de la société concernant les photos, les documents confidentiels, etc. À qui s'adresser si on a besoin d'un conseil juridique, les instructions pour accompagner l'inspecteur en cas de visite du site, si jamais il demande à visiter le site, la liste des personnes autorisées à répondre à ces questions, et des instructions pour les copies de documents, les échantillons, s'il demande à avoir des échantillons de produits, les affidavits, l'interview de clôture et les réponses post-inspection. Deuxièmement, préparez-vous. Une inspection FDA, ça se prépare et bien avant que l'inspecteur annonce son arrivée. Troisièmement, pensez également à préparer vos sous-traitants critiques, car l'inspecteur FDA est tout à fait susceptible d'aller les inspecter dans le cadre de votre inspection. Et quatrièmement, formez tout le personnel. Et dans ces conditions, vous pourrez aborder l'inspection en toute sérénité. Si vous avez besoin de nous joindre, une seule adresse, contact@dm-expert.fr. Et pour connaître la date de mise en ligne des prochaines vidéos de DM Expert, abonnez-vous gratuitement au Flash de DM Expert, notre lettre d'information mensuelle, réglementaire et normative, en cliquant sur www.dm-expert.fr. Merci pour votre attention.